Place à l'œil de l'expert sur RCF Hauts-de-France. Chaque semaine à cette heure-ci, un professionnel reconnu vient répondre à nos questions. Maître Franck Sprit, avocat au barreau de Lille, est notre expert ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Il est des mots qui disent beaucoup, des notions qui recouvrent des champs impressionnants. Ainsi, la cohabitation, revenue à la mode, même si techniquement Michel Barnier se défend d'être dans une cohabitation. Il est pourtant encarté chez les Républicains, clairement opposant au chef de l'État, mais on ne va pas s'arrêter sur les termes politiques. D'après la Constitution, qu'est-ce qui tient les rênes aujourd'hui ? C'est d'abord une très très bonne question et merci de la poser. Nous avons un régime en France qui est particulier, peut-être comme tout régime, mais en vrai il a cela de particulier qu'il est à la fois présidentiel et parlementaire. Et c'est pour ça que je pense on s'y retrouve pas tout à fait et que chacun peut avoir une lecture particulière justement de cette Constitution de 58 dont on a loué la stabilité. Les institutions, on a cessé de le dire, sont stables. Et en réalité, nous sommes là aujourd'hui dans une situation peu commune, mais qu'on a connue par le passé néanmoins. Il y a déjà eu donc effectivement des cohabitation. Vous distinguez présider et gouverner, clairement. Peut-être de la même manière, est-ce que vous distinguez présider et diriger dans certaines entreprises il y a le président et le directeur. C'est exact, mais nous avons aujourd'hui une présidence, mais elle n'est pas liée au président Macron, une présidence qui est issue du suffrage universel direct, c'est extrêmement important. Les pouvoirs du chef de l'État sont importants, mais pas non plus considérable, et c'est la raison pour laquelle je parle également du régime parlementaire, parce qu'on comprend bien que c'est quand même le Parlement qui fait et défait les gouvernements. Donc le président n'a pas totalement les mains libres. Et pourtant, on lui demande beaucoup au président. Et c'est tout le paradoxe et en même temps l'intérêt de cette constitution de la Ve République. Alors la cohabitation, je le disais, nous concerne tous. Pour plonger un peu dans le terme, j'avais envie de vous dire que moi, ça me fait penser à ces amis, je suis sûr qu'on en a tous des comme ça, qui emménagent ensemble après avoir, par exemple, acheté un logement, mais qui hésitent encore à se paxer ou se marier parce que, vous comprenez, ce serait très engageant, mais la cohabitation n'est-elle pas engageante ? À quoi elle engage la cohabitation ? Oui, en effet, dès lors qu'on a dit cohabitation, je vais employer un pléonasme, mais on habite ensemble. Habiter ensemble, ça veut dire avoir une certaine proximité, pour ne pas dire relation, qui engage l'un et l'autre. Et vous avez noté à l'instant que on va parler de cohabitation peut-être dans le mariage, enfin on espère à tout le moins. On va parler de cohabitation dans le concubinage, on va parler de cohabitation dans le pax, et puis on va peut-être parler de cohabitation dans la colocation, qui est assez, entre guillemets, à la mode comme manière de vivre. Est-ce que c'est, par exemple, mariage, pax, entraîne forcément, d'un point de vue du droit, une cohabitation ? Oui, par essence, oui. La cohabitation, les termes qui sont employés dans la loi sont différents. C'est toujours intéressant, mais on ne va pas faire trop de sémantique à l'instant. Sauf que résider ensemble, c'est une obligation née de cet engagement issu du mariage, du concubinage ou du pax. Habiter ensemble. Pour autant, il y a des situations de fait où on vit séparément. Alors moi j'ai des questions un peu primaires, mais par exemple, les biens que je possédais avant ma cohabitation, est-ce que légalement ils deviennent communs ? Non. Ce qui vous appartient avant de cohabiter vous demeure. C'est votre bien personnel, vous avez gagné ces meubles meublants, comme on dit, vous en avez hérité, il vous demeure. Néanmoins, tout ce que vous avez acquis pendant le mariage devient commun. Et la question du pax et du concubinage est autrement plus difficile, et c'est la raison pour laquelle souvent le mariage a été mis en avant, parce qu'il est un contrat qui engage, ça de manière absolument certaine, avec des droits et des obligations, mais c'est en même temps un contrat qui protège. Alors que le pax et a fortiori le concubinage
donne des situations beaucoup plus précaires sur l'acquisition et surtout sur la séparation demain, si jamais il y a séparation, et Dieu sait d'ailleurs s'il y en a. Alors justement, à propos de séparation, la question de l'autorité parentale, par exemple, pour les couples, pour les familles avec enfants, se pose évidemment. Et la Cour de cassation, cet été, a ouvert la voie à une, si j'ai bien lu, réinterprétation de la cohabitation au sein de la responsabilité parentale. En fait, elle s'est prononcée sur le cas d'un enfant mineur qui était gardé chez sa mère, séparé, divorcé, et il avait fait des dégâts par incendie. L'assurance du père avait été sollicitée et refusé de payer, mais donc la Cour en a décidé autrement et a imposé finalement à l'assurance du père, alors que l'enfant n'habitait pas chez lui, eh bien de participer. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas parce que je n'ai plus de résidence commune et que je suis parti et que mon enfant mineur, parce que vous prenez cet exemple-là, ne réside plus avec moi, que je deviens non responsable de ses actes. Alors c'est extrêmement important parce que vous avez cité le terme d'autorité parentale. L'autorité parentale, elle est partagée. Il est exceptionnel, évidemment, et Dieu merci, que l'un des parents se trouve privé de son autorité parentale. Pour autant, la résidence de l'enfant n'est pas liée à l'autorité parentale. Et c'était toute la question qui était posée à la Cour de cassation, qui a posé d'ailleurs un principe majeur en disant que ça n'est pas parce qu'on ne cohabite plus qu'on peut se démettre de sa responsabilité en qualité de parent. Donc, autrement dit, dans le cas d'espèce que vous citez, mais qui a donné lieu à un arrêt dit de principe, eh bien, l'enfant mineur qui résidait avec sa mère, puisque l'autorité était dévolue à sa mère, ou en tout cas, il avait judiciairement l'obligation de résider avec sa mère, il était mineur, et donc la mère d'entretenir son enfant mineur. Pour autant, le père qui était déchargé de cette cohabitation a dû être tenu pour responsable des dommages causés par cet enfant mineur alors qu'il ne cohabitait plus avec lui. Donc, évidemment, ça se discute beaucoup. Alors, certains vont dire c'est lié en fait à un problème d'assurance, puisque l'assurance du père rechignait à payer et la Cour de cassation, d'une certaine manière, l'a rattrapé. Mais vous imaginez le combat judiciaire qu'il a fallu, puisque si je me souviens bien, cet arrêt a été rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Ça veut dire qu'il y a eu de la résistance au niveau des cours d'appel. Et donc, le combat a dû être long sur le plan calendaire. Et on aboutit à une décision qui, de mon point de vue, va donner lieu encore à des commentaires doctrinaux, va faire aussi évoluer la jurisprudence, parce que vous comprenez que ces décisions, elles sont liées aussi, entre guillemets, à l'ère du temps. C'est-à-dire la façon de vivre n'est plus la même hier qu'aujourd'hui. Pour autant, on réaffirme quelque chose d'important, c'est l'autorité parentale. La question de la cohabitation, vous voyez, elle est à géométrie variable. Et il faut faire attention à cette notion, parce que c'est pas parce qu'on ne cohabite pas qu'on n'est pas responsable. Et à celles et ceux qui nous écoutent et qui se diraient là, alors qu'ils ne l'avaient pas réalisé, à quel point la cohabitation les engage. Elle les engage à quoi ? Parce que là, on a parlé de géométrie variable en cas de non-cohabitation, mais elle les engage à quoi ? À la cohabitation, on va prendre le cas du mariage. Alors, on parle rarement de cohabitation de mariage, alors qu'en fait, il y a bien une cohabitation. Il y a non seulement cette situation de fait, mais il y a ce devoir. Et c'est là où c'est important. Je suis marié, je dois résider à la résidence commune. Si je m'en vais, ça veut dire que je quitte le domicile conjugal, sans autorisation judiciaire, donc je quitte le domicile conjugal, j'enfreins mon obligation de cohabiter. Je commets une faute. Il y a obligation de cohabiter par le mariage ? Oui. Oui, il faut avoir une résidence commune, bien sûr. Donc ça peut être utilisé en cas de dossier de divorce, de séparation Tout à fait. C'est pour ça que lorsque le couple ne s'entend plus, alors il y a d'autres spécialistes qui le diraient mieux que moi, mais quand le couple ne s'entend plus et décide de résider séparément, le couple doit aller devant le juge pour se faire autoriser à vivre séparément, c'est-à-dire avoir deux résidences, là où jusque maintenant il n'en avait qu'une. C'est pour ça que, en termes de conseils, nous les avocats, évidemment, nous
nous conseillons toujours à celui qui a décidé de quitter le domicile de ne pas le quitter avant que judiciairement il ne soit autorisé à le faire. Sinon, vous commettez une faute. Le mariage, c'est un contrat, faut pas l'oublier. Enfin, c'est même plus qu'un contrat, je dirais. C'est une institution qui a des conséquences contractuelles. Et l'engagement de contribuer aux charges du mariage vous conduit naturellement à devoir cohabiter et à soutenir son conjoint comme votre conjoint doit vous soutenir. Sans exception. Non, il n'y a pas d'exception, justement, parce que c'est l'institution du mariage. Ça va être différent sur un concubinage, justement. Maître Sprit, si on devait prendre un petit peu de recul et se dire ce qu'il faut retenir quand on pense justement droit et cohabitation. Donc on a compris qu'avec le mariage, c'était particulier, c'est différent du concubinage, du pacte, etc. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne ? Que de situations de fait, il y a souvent des conséquences en droit, ou je vais dire même quasiment toujours. Mais que ces conséquences en droit sont différentes selon la façon dont on s'est placé dans la cohabitation. La cohabitation dans le mariage n'a pas la même conséquence qu'une cohabitation dans le concubinage. Parce que le concubinage, le Code civil retient cette situation de fait, mais le fait de rompre le concubinage, d'aller voir ailleurs, si vous me passez l'expression, c'est peut-être pas très joli au sein de cette radio de dire ça, mais ne procure aucune faute. Le concubinage, je reprenais la définition union de fait, et non pas de droit, union de fait, caractérisée par une vie commune, présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple. Autrement dit, ça peut vous permettre d'avoir des prestations en matière d'allocation familiale. Mais attention, c'est la situation la plus précaire qu'on peut connaître. Je concubine aujourd'hui, je ne suis pas obligé de concubiner demain, et à la limite, je peux concubiner avec 2 ou 3 personnes. Et on comprend la fragilité finalement induite par ce terme. Oui, c'est pour ça que nous, conseils, nous recommandons en général à ceux qui veulent bien attirer notre attention sur leur situation particulière, de veiller, de bien penser mariage. Merci beaucoup, Maître Frank Sprit, avocat au barreau de Lille, d'avoir été notre expert aujourd'hui. Voilà, c'est moi qui vous remercie.